Bonjour, je m'appelle Alexis Baribeau, je suis bénévole aux Archives gays du Québec. Euh, Aujourd'hui, je passe une entrevue avec Monsieur John Banks, qui est ici depuis une vingtaine d'années. Parlez-nous un peu de votre coming out, puis Oh votre... boy. Je pense que j'ai jamais eu un coming out, j'ai jamais été dans le placard, alors j'ai pas fait face à cette affaire très difficile, ça a l'air. Mais moi, ça, je sais pas, j'ai toujours su qu'est-ce que j'étais. Euh, Ce qui m'a bien aidé dans la vie, parce que j'ai pas eu à faire face à ce mur-là que beaucoup de jeunes gays passent. Ça, c'est clair. Mais aussi que les temps ont tellement changé, que c'est peut-être pas comme c'était quand j'étais jeune. Je suis allé voir Demain matin, Montréal matin hier. Et je me souviens qu'en 70, quand je l'ai vu, euh, c'était un peu un choc. Parce qu'il y avait ouvertement des gays sur la scène, il y avait des gays qui étaient sexualisés aussi. Puis là, je me suis dit, 37 ans plus tard, ça ne sera pas la même chose. Ben non. Pour commencer, Cyr, le directeur, a fait des merveilles avec le texte de Michel et la musique. Euh, Ils ont droppé une chanson que j'aimais bien, qui était Bitch, mais il y a quelque chose que, parce que c'est plus accepté aujourd'hui, il n'y avait pas de choc, mais il y avait la reconnaissance. On pouvait voir les gens d'aujourd'hui, les gays, représentés sur scène dans une très bonne façon. C'était pas homophobique du tout. Et je pense que c'est un grand succès, la pièce. Parlez-nous un peu des débuts de votre militantisme, les manifestations, les parades. J'ai fait ma première manifestation, ma première, je dis ma première, c'est pas moi qui l'ai organisée. C'est une organisation à Vancouver qui s'appelait ASK, The Association for Social Knowledge. Il n'y avait pas le mot homosexuel, il n'y avait pas le mot gay, il n'y avait rien. Mais on avait fait une marche. C'est la première fois de ma vie que c'était pour manifester contre la police qui faisait des raids, puis des descentes dans le parc. Puis, crap. Mais j'ai trouvé ça tellement libéré, de marcher dans la rue, homosexuel comme ça, bien ouvert. Euh, ça a vraiment fait quelque chose en moi. C'est là où mon militantisme a commencé, c'était en 1964. Et plus tard, avec ce même groupe, on avait fait une revue musicale, qui s'appelait Décisif, pour faire une levée de fonds pour les gens qui avaient été arrêtés pour leur défense. Et ça m'a comme tourné quelque chose en moi. Euh, yeah. Même quand on avait pour la marche, quand on avait les réunions pour savoir comment on fait pour faire ça, comment on voulait se présenter, j'étais vraiment de l'avis qu'on devrait tous porter des habits gris avec des chemises et cravates, là, pour avoir l'air straight, pour être capable d'être accepté. Puis, ça a pris 2 semaines avant que je me dise, what the hell am I doing? Tout ce que le monde faisait contre nous autres, moi j'étais pour les faire. Dans les gens dans ma vie, j'ai eu bien honte. Mais ça m'a élargi l'esprit. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses que je pense pas que je comprenais bien avant. Euh, Après ça, je suis allé à San Francisco après ça. Et après ça, je suis revenu à Montréal. Et là, on commençait à s'organiser ici, peut-être 68, 9. Et puis on a eu des bons coups de pouce. Quelqu'un comme Michel Tremblay qui écrivait ses romans et les pièces à l'époque, qui ont sorti en 60, les belles-sœurs 68, je pense. Et puis on a commencé à s'organiser. Il faut dire, on avait du cran. On faisait des manifs au carré Dominion, ici et là. Et la police arrivait avec des caméras. Puis
des photos de tout le monde. C'était pour nous intimider. Puis moi, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces photos-là? Ils vont se promener dans la ville et dire, oh, lui, il y en était un qui était dans la manifestation. Faire quoi? Non. D'abord, on avait les licences pour faire une réunion comme ça. C'était pas une touchée, c'était juste un peu idiot. Mais là, la police a commencé à être beaucoup plus sévère. Je pense qu'il faut remercier le maire Drapeau pour ceci. Il venait nettoyer la ville pour les Olympiques. Quel idiot peut penser que les gens venaient ici aux Olympiques que pour voir les Jeux? Les gens veulent aussi s'amuser. Et puis s'amuser, ça veut dire d'aller dans les strip bars. Puis, dans tout ça, là, il y a aussi des gays qui veulent s'amuser. Ils aussi veulent sortir dans des endroits qui les intéressent. Puis là, il y a eu des choses affreuses. La descente de trucks, la descente de buds, du Saxe Garage. Ça n'arrêtait pas. C'était pas bien fun. J'ai une petite histoire à côté. J'ai un ami qui a été arrêté, je pense, chez Buds. Et puis, on a entré tout le monde dans le panier à salade. C'est comme ça qu'on a fait ça. Et puis, il était rempli de joints. Il n'y a pas de sac pogné avec, mais il ne voulait pas y jeter. Il a passé les joints à tout le monde. Il dit, quand ils ont ouvert la porte, la police a fait de fumée qu'il y avait là. Fait qu'on se moquait un peu de la police aussi en même temps. Mais, les trucks, qui est au 3e étage, ils ont fait une descente, ils sont descendus en bas faire une descente au Mystique. Le Mystique, c'était un bar pour des gens d'un certain âge. C'est certain qu'il y avait pas de choses bien drôles qui arrivaient là. Ils sont descendus avec des mitraillettes. Tout le monde contre le mur, mettez vos verres de côté. Ils ont été comme ça pendant 2 heures de temps. Pour rien. Juste pour nous harceler. C'était... Je sais que depuis ce temps-là, la police a suivi des cours de comment traiter les gays. Mais je pense qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. Ils aimeraient ça nous fesser. Ça, ouais. C'est ça qui m'a amené à, des années plus tard, en 79. J'ai lu dans le journal qu'il y a certaines villes aux États-Unis où les groupes gays fêtaient le 10e anniversaire de la descente à Stonewall, à New York, qui est en 69. Où les gays qui étaient dans le bar sont battus contre la police pendant 3 jours de temps. Ça me semble fort. On a fait des manifs, on a fait ci, on a fait ça, mais juste pour s'amuser. Comme la première marche à l'endroit, être fier, être moi. Dehors. Pas seulement dans les bars, pas seulement chez nous, mais dehors. Alors on a organisé une parade qui était assez facile parce qu'on a, je pense que la date est le 26 ou le 27 juin. Alors on a eu des licences à cause de la Saint-Jean-Baptiste. C'est ce que ils croyaient que c'était ça qu'on était pour faire. C'était pas vraiment de ça. C'était très peu, on était 52 personnes, mais on n'avait pas de publicité, on avait certainement pas de backing. Tout ce que ça coûtait, ça sortait de ma poche. Puis on a pris le carré Saint-Louis jusqu'à Duluth jusqu'au Parc La Fontaine, où j'ai acheté bien les caisses de bière. 52 personnes, hommes et femmes, ça jouait. Oh my God. Et c'est là où la fierté a commencé. J'ai fait ça une 2e année, là, on était 250 personnes, et on avait fait fermer la rue Duluth entre Saint-Denis et Saint-Hubert. Et là, la DGQ, l'Association des gays du Québec, elle était pas là, je pense, m'a demandé s'il pouvait prendre ça en main. J'ai dit, oh, regarde, allez-y. Surtout qu'il y avait un in, eux autres, le Berdage, c'était leur journal. Alors, ils pouvaient dissimuler les informations bien plus facilement que moi. C'était du bouche à oreille quand nous autres, on organisé ça. Et puis, je ne sais pas, 5-6 ans plus tard, on a des photos. Hey, c'est le fun, les archives, on a des photos de toutes. Il y a des photos de la marche quand on descendait Saint-Denis
avec la foule, facilement à croire que quand on a dit qu'il y avait comme presque 400 000 personnes qui étaient autour de la parade, ça paraît. Je me souviens, je regardais, on était dans la parade, nous aussi. Et puis les larmes me coulaient comme... de voir tant de gays fièrement sur la rue et tant de monde qui les regardait. Pas méchamment. On ne regardait pas les tomates, là. Oh, wow, ça c'était très satisfaisant. Ouais. Et ça m'amène que cette année, ils m'ont mis dans le parade parce que c'est Fierté Montréal maintenant. Et c'était aussi Fierté Canada cette année. Ça a commencé. Alors, ils m'ont fait grand honneur, d'ailleurs, pendant tous les 11 jours de la fierté cette année. Ça me rend fier, ça. Quelque chose qui avait commencé comme ça, c'était devenu big business. Ah, autre chose. Si tu veux regarder plus là-bas que vers ici, c'est comme... C'est pas l'œil de la caméra, mais... Non, I'm sorry, ok. Non, dans le sens où, c'est juste pour l'image, en général, le monde, il aime savoir. Ben, la raison pourquoi j'ai mis la chaise comme ça, c'est parce que je voulais pas être comme ça. Ben ouais. Tu m'as corrigé, je l'accepte. Oh boy, cheers. Il paraîtrait que tu aurais rencontré quelqu'un d'intéressant qui t'a amené à faire plusieurs choses dans ton avenir, en fait, à l'Halloween 1960. Est-ce que tu vas nous en parler un peu? Tu parles de Marlène, oui. Je suis allé au Her Majesty's Theatre voir Marlène Dietrich, qui était une fétiche pour moi. I just loved her. Alors, j'avais sauvé mes sous, acheté des billets pour les 8 représentations qu'elle faisait en 6 jours, et un bouquet de fleurs tous les soirs, et tous les après-midi aussi. Et puis le soir d'ouverture, tout s'est très bien passé. Après ça, je me suis mis en ligne en arrière pour voir une personne que je connaissais, Joe Froling, passe, puis John, on commence à parler. C'était une journaliste allemande pour le journal allemand qu'on avait ici à l'époque, et qui avait connu Marlène à Berlin dans les années 20. Ben, viens avec moi, elle m'a amené derrière scène. Là, tout le monde attendait avec leur petit carnet pour les autographes. Moi, j'avais mes albums. Et puis, Joe me présente. Et puis, je demande à Marlène de signer. Il y avait une café de Paris. Un autre, des trucs qui nous et là, elle dit non, ça non. Mais je sais pas quoi. C'est toutes des vieilles affaires qui ont tiré de mes films. Et c'est qu'elle faisait pas une scène avec ça. Alors, elle n'aimait pas ça. Puis elle dit, non, c'est vieux comme arrangement. Ben, je dis peut-être que vous étiez là, mais pas moi. Moi, je l'entends, qu'est-ce que ça avait l'air à l'époque, quand ça a été fait. Elle me regarde. Elle dit, you, stay. On est sortis après ensemble. Alors là, je la voyais tous les jours, parce que j'avais des billets tous les jours. Et puis, ça a commencé, c'était le fun. Je travaillais avec elle seulement quand elle faisait des shows. C'était pas exactement secrétaire, comment elle tapait mieux que moi. C'est ce que j'étais. Assistant? Les Américains ont un bon mot pour ça, c'est un gopher. Would you go for coffee? Would you go... Et en effet, c'était ça. Éventuellement, à Londres, sa fille était là. Une personne que je n'aime pas du tout. Elle descend de sa mère horribly. Quand on pense que ses enfants sont allés en école en Suisse, Marlène leur a donné une maison, je pense que c'est 72e à Manhattan Est. Elle a essayé Marlène, vraiment affreusement. Et puis quand elle nous accompagnait, Maria, qui n'était pas tout le temps, elle sortait le scotch à 2 heures de l'après-midi. A little drink, maman?
Moi, quand Marlène voulait un verre, c'était du champagne. Ah, moi, c'était ça. Mais elle, Scotch on the Rocks, j'ai trouvé ça méchant. Puis j'ai quitté. J'ai revu Marlène que l'année d'après, quand... ah non, c'est vrai, In Paris also. Quand elle a fait une télévision en Angleterre, qui était très mal gérée. C'était dans un nouveau théâtre qui venait juste d'ouvrir, qui n'avait rien eu avant elle. Alors c'est très froid. Elle a fait 2 soirs, puis on met les prendre avant. Et c'était par invitation seulement. Et black ties, c'est-à-dire en tuxedo, les hommes, les femmes en robe blonde. Mais c'est tout le monde qui ont vu Marlène 75 fois. Il aurait dû ouvrir ça à, je sais pas, 5 piastres le billet, tu aurais eu tous des jeunes qui seraient venus, puis ils auraient fait les fous, mais non. Ah, je ne sais pas pourquoi je ris avec ça. Non, quand même. La dernière fois que j'ai vu, c'était à Paris une fois. On se parlait au téléphone. Dans la place là. Mais c'était le fun. Je veux dire, à New York, je faisais des listes tous les soirs de qui venait, qui les personnes. Oh, ouverture à New York, c'est que des gens invités. Mais après ça, c'était super les gens qui venaient à l'arrière, scène. Et puis à Los Angeles, où j'ai été causé par Rock Hudson, can you believe it? Oui. Et puis Rock Hudson commence à parler avec moi. The guys, il est 6 pieds 4. Ok. Oh, Montréal! Oh, yeah, I've been to Montreal. I love it. Great city. Je parlais pendant une demi-heure de temps. Seulement qu'après, pourquoi t'as parlé avec? Je suis de il te causait tout ce temps-là, toi, idiot. En même temps, t'as bien fait de ne pas aller avec. Là. Oh non, c'est avant le sida. Ok. 68. Non. Ah. Peut-être même. Hein. Non, non. Je sais pas, c'était juste... non, j'ai toujours des capoteurs quelque part. C'était une grande expérience. Être mis dans un monde où je n'étais certainement pas né, je peux t'élever dans ce monde-là non plus, ça te fait mettre à la recherche de choses que tu comprends pas ou que tu connais pas. Peut-être pas comprends pas. Tu arrives à les comprendre parce que tu les vis. Beaucoup de choses qui m'ont mis bien à l'aise. Avant ça, je serais mort d'humiliation dans un restaurant si je demandais pour un doggy bag, pour ce qui restait. Comme Marlène le faisait. Ça, des côtelettes de porc ou de je sais pas trop quoi, un wrap chez Dainty Moores. On a mangé chaque, il y en avait 2 autres, là. Mais ça dans un sac, le lendemain, elle arrivait aussi au théâtre avec une salade. Voilà, on mangeait. Fait que même aujourd'hui, je le fais encore. Même, je veux dire que j'ai un sac de plastique dans mon sac. Ben, why not? Oh, and by the way, c'est une femme assez simple. Oh, c'est une femme assez simple. Et ce qu'elle véhiculait sur l'écran, c'était vraiment very good acting. Elle n'était pas du tout comme l'image qu'elle tenait. Mais comme elle disait, il m'engage pour ça. On fait son gagne-pain, hein? John, peux-tu nous parler de ton restaurant que tu as fondé ici à Montréal, qui, je crois, est fermé aujourd'hui? Ben oui. Ouais. C'était pas moi qui l'ai fondé d'ailleurs, c'est Michael Hendricks et Gilles Rochon. Et puis, ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Moi, j'arrivais de 4 ans en Europe. Oh, God, yeah. Et puis, je suis retourné au bar où je travaillais avant. C'était pas exactement un job qui me plaisait. D'ailleurs, c'était une bonne affaire pour what the hell's the word? Pour me dépanner en Europe. Tu peux travailler dans presque n'importe quel bar sans être déclaré.
Sauf qu'une fois rendu en Angleterre, j'ai fait ça, mais après ça, j'ai eu une job bien ordinaire dans un hôtel, parce qu'on pouvait, comme Canadien, on pouvait travailler en Angleterre à l'époque. Alors, quand je suis revenu, je suis retourné dans un bar, je trouvais ça plate à mort. J'allais au restaurant de Michael. Et puis un jour, il me dit, ah, ça y est, on vend le restaurant. Ils ont vendu le restaurant. Comment? Ben, il dit, il y a quelqu'un qui nous a demandé de l'acheter. On y va. Combien? Il dit 5 000 $. OK. Peux-tu me prêter 5 000 $? Et on me l'a prêté. Et dans moins d'un mois et demi, c'est assez de grand succès que je vais payer le 5 000 $. With a very big amount of money. Et puis, la mode changeait à l'époque. C'était en 76, 15. Et puis, végétarien commençait à avoir l'ampleur. Même qu'après un an, j'ai loué la place à côté en même temps aussi. J'ai défoncé les murs. C'était un grand succès, c'était bien le fun. Le restaurant était sur la rue du Luc, qui avait vraiment une vieille ruelle à l'époque. Mais tout à coup, les boutiques ouvraient, les restaurants ouvraient tout partout. La ville a refait la rue 2 fois pour augmenter les égouts. On sait pourquoi. Et alors, mon loyer, qui était 600 $ par mois, a monté à 5 000 $ par mois. Et on ne peut rien faire. C'est un bail commercial. Mais il y a aussi le fait que le jour où je suis déménagé, le lendemain, les travailleurs étaient déjà là pour refaire le restaurant, qui existe encore. Ça s'appelle Fernando's ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'était déjà loué. Ils se débarrassaient de moi. J'étais correct, j'avais fait ça pendant 3 ans à peu près. Je pense que c'est mon limite. Je fais faire quelque chose pour 3 ans, pour ça m'emmerde. Moi, definitely. Je ne me souviens même pas ce que j'ai fait. Oh oui, j'ai travaillé dans politique. Un parti politique m'a approché. Il voulait savoir combien de gays y avait-il. Ça s'appelle Saint-Jacques. C'est tout, hein? Mais c'était un job. J'avais pas de job. Je dis, je vais vous trouver ça. Je les ai fait attendre une semaine. Là, je suis allé au bureau, puis j'ai vu faire mes mots, puis je dis, 31,6% du plateau est gay. Wow! 30! Ouais! Savais-tu, moi, combien de personnes qui avaient été gays? Tu fais quoi? Tu téléphones quelqu'un? J'aimerais savoir si vous êtes gay. Oui? OK, oui. Non, didn't make sense. Encore, on m'a engagé pour faire la publicité pour une élection partielle. On a gagné. Je suis bien fier de moi. Malheureusement, le député est mort. 1 an plus tard. Ça fait pas de problème. Ça m'a amené à quelque chose que je reviendrai peut-être plus tard. OK, là. En Europe, j'avais une job parfaite. Je travaillais à Londres. J'avais 5 jours de congé ensemble, une fois par mois. Alors, j'allais à Paris, où je restais chez une amie. Ou j'allais à Amsterdam, où je restais n'importe qui voulait me ramasser. Ou à Copenhague, où j'avais mon examen. Fait que c'était presque 4 ans, bien fun. Bien aimé ça. Ouais. Le vieil communiste à l'époque, là. J'aime même pas ce que je viens de dire. On va passer à Paul Carvalho, producteur, a fait 5 documentaires sur Montréal. Chaque est merveilleux, qui on a mis à la télé cette année. Et il a fait une émission sur le nightlife de Montréal. Et puis, c'est vrai que Montréal, il y a longtemps, à l'époque, était une des villes d'entertainment de l'Amérique du Nord.
C'était pas Las Vegas, mais Las Vegas, c'était pas grand-chose dans les années 40 non plus, ça n'existait pas. Et puis, dans son documentaire, où il prend Lily Saint-Cyr, puis la Prune, je sais pas qui d'autre, il a décidé, là, ben, on va faire qu'est-ce qui se passait dans le monde gay. Alors, il est venu ici, fait une entrevue avec moi et Ross Higgins, le cofondateur des archives. Et puis, il nous a bien aimés, je pense, parce que ce qui était pour être 3 minutes est devenu 9 dans un documentaire de 50 minutes. Et c'est vrai. Et même, juste voir des films de la rue Sainte-Catherine des années 50, oh wow! C'est comme ça que moi, je me souviens de Montréal. Je commençais à aller dans un bar en 1958 quand même. J'avais 15 ans. Ah, c'était une belle ville corrompue à l'époque. Tout à son temps. C'était vraiment corrompu. On allait au Tropical, qui est un bar, un petit bar, qui était à côté sur un plus grand bar. Et puis on arrivait en haut de l'escalier, puis le doorman disait non, il faut que tu reviennes dans 45 minutes, on va avoir une descente. C'était aussi facile que ça, c'était Montréal. Ouais. Et puis à l'époque, boire, c'était 21 ans. Fait, écoute, même si j'essayais de me faire plus vieux à 15 ans, là, j'arrivais pas à 21 ans, certainement pas. Et je pense qu'on était une des seules villes où c'était assez ouvert quand même, l'homosexualité. Une des raisons pour ça a pris tant de temps, Montréal, quand même, à s'organiser, c'est parce que c'était pas une grande chose pour la plupart du monde ici. C'est toute la famille en a un, là. C'est mon oncle Roger, là. Ça fait combien de temps qu'on se doute? C'était vraiment comme ça. Fait que, pas d'énorme pression. Sauf que, plus tard, quand le drapeau est venu au pouvoir, parce que moi, quand je parle de 58, c'était Sarto Fournier qui était maire. Que je pense qu'il était comme ça avec la PEC, je ne sais pas. Non à dire. Mais la prostitution était bah, tu vois des films de Pigalle, là, c'était comme ça ici. C'est vraiment, là, les filles, dans chaque entrée, t'avais une fille. Bah, quoi d'autre dire? Oui, c'était excitant, c'était grand. On avait des grandes vedettes qui venaient, Sinatra, Dean Martin et Jerry Lewis, je sais pas, là, des Américains. Bon, on avait des Français aussi. Joséphine Bacquer, Miss Tinguette, je tombais un peu dans la nostalgie en me disant que c'était bien plus fun dans le temps. Je sais pas si c'est seulement qu'en recul. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entres dans un bar gay, t'es bien à l'aise. À l'époque, t'avais toujours une petite... Qu'est-ce qui arrive ici? On m'a déjà caché en dessous d'un comptoir avec la bière. J'ai été dans une dressing room entre les robes de travestis. C'est vraiment catch as catch can. Et d'avoir ça, c'est quand j'étais jeune. C'était bien plus facile. OK, nightlife, bye-bye. OK. En même temps, comme, tu dis que c'est plus fun aujourd'hui, mais comme tu avais le thrill, justement, comme... Ah oui. Écoute, j'ai des amis qui... c'est affreux aujourd'hui. C'était bien plus fun quand c'était clandestin. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait ça. Il y avait un whiff de tu faisais quelque chose de naughty. Mais aussi, tu faisais pogner dans un panier à salade, tu passais la nuit là. Et puis tu sais ce qu'ils faisaient? Ils publiaient ton nom dans les journaux. OK? Fait que tu es un gérant de banque, et puis le lendemain matin, ils disaient, la police va faire une descente, blablabla, avec. Chut, ton nom est là. C'était vraiment cruel, là. Il y a eu une descente au tapis rouge, je me souviens même pas quelle année. Les gars dansaient ensemble. Il n'y avait rien untoward qui se passait. Ils sont tous fait rentrer. Ouais.
poste de police. 250, je pense qu'il était. C'était tous des avocats, des fils d'avocats. On dit que le maire prend... Quoi il faisait? Pas c'est un... Comment? En quelle année? Sartophonie? Non, après. Drapeau. Drapeau. Était là. Tout a été passé en dessous. Je n'avais plus entendu rien. Mais ça, c'est comme comment c'était corrompu, vraiment. You know. T'étais un petit cul de nulle part, en prison, devant le juge. C'est assez important. Non? John, parle-nous un peu quand tu écrivais dans le magazine Sortie. Ah ben sorti, je suis arrivé là à travers un autre magazine à l'époque. Un peu comme le Fugue aujourd'hui, mais ça s'appelait Attitude. Et puis ça racontait la vie de Montréal. Et j'avais une rubrique. Là, je me demande si ça a fermé avant qu'on commence. Oui. Alors, on a commencé un magazine qui s'appelait Sortie, qui était rendu à ce point-là, et même je pense qu'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le top des magazines gays à Montréal. C'était vraiment quelque chose. Et puis, c'est qu'on a commencé à voir les grands noms qui venaient pour des entrevues, pour poser pour des photos. Il y a comme une barrière qui s'est cassée au début des années 80, au début. Mais, incapable d'avoir des annonceurs. On en avait, mais pas autant qu'on aurait dû. On a approché les breweries, les compagnies de bière. Ils voulaient bien savoir. On leur disait, mais c'est distribué à 30 personnes, c'est... Ben, je sais pas, 4 ans plus tard, c'est toi qui mettais l'argent pour les parades gays, puis tout ce que tu veux, dans toutes les bars, t'as des annonces. Ça a vraiment été si vite que ça. Nous autres, c'est pour ça on a fermé. C'était très difficile de sortir l'argent tous les mois pour continuer ça. Mais on a eu des merveilleuses choses qui se sont passées. Et comme je dis, les gens étaient beaucoup plus ouverts, des gens straight, de faire des entrevues ou faire des photos. La couverture était toujours impeccable. Puis j'écrivais assez. Il y a même, j'avais une rubrique, qu'est-ce qui se passait sur le plateau. J'oublie le... Et puis je signais ça, Gary Saint-Louis. I thought that was such a nice name. Ça faisait très plateau. Qu'est-ce que Gary Saint-Louis? Il faudrait que je regarde les archives pour savoir ce que c'était. Mais on a eu des écrivains, Michel Tremblay, Ron Harvey, et puis des vedettes, Monique Lerateva, Anna Putnal, peut continuer, plus personne de l'époque. C'était un grand pas pour le milieu gay, je crois. C'était pas seulement comme le Fugue aujourd'hui. Le Fugue a des fois des choses assez intéressantes. Mais c'est vraiment axé sur les clubs, les bars, ce genre de choses. Et nous autres, on avait carrément sorti de tout ça. Hein? I like that. Je suis bien content d'avoir travaillé. À partir du début des années 80, le sida est devenu très important en fait dans le milieu. Veux-tu nous en parler un peu? Comme je dis, le monde a changé depuis que j'étais jeune. On ne s'attendait certainement pas à ça. Je me souviens quand on avait lu dans le New York Times, c'est la première fois qu'on avait lu ça, je pense que c'est en septembre. Oh non! Juin 81, qu'il y avait un cancer gay. Wow! C'était pas le fait que c'est tellement terrible. Ça fait rire. Qu'est-ce que les gens pensent que les gays sont faits différemment de ceux qui ne le sont pas? C'est pas cette affaire-là. Et puis, naturellement, c'est le bon Dieu qui nous punissait. C'était
cruel, affreux. On a passé là, à peu près de 85 à 90, à peu près, ouais, où un funérail par mois, minimum. Il y avait des mois, c'était 3 fois. Il y avait les gens qui disparaissaient, les familles qui avaient honte que leurs enfants aient le sida. Et puis qui cachaient. Il y a même Francis, un ami, qui était à l'hôpital, puis on n'avait pas le droit de le visiter. La famille avait laissé des directives. Non, mais c'est riche. C'est, je ne sais pas comment dire. C'était la peste. On va dire, tes amis qui tombaient de gauche à droite presque quotidiennement. J'ai même un ancien chum qui habitait San Francisco, qui est devenu fou. Bon, pas fou, mais fou. Il a perdu tout le monde qu'il connaissait. Tous ses amis sont morts. Et lui, c'était certain, c'est le FBI qui était pour nous annuler. Il aurait publié sa rare. Et il est déménagé de San Francisco. Et je pense qu'il est revenu sur Terre depuis. Mais c'était vraiment comme ça sweep. Les gens qui tombent de gauche à droite. Et que ça a pris tellement longtemps avant qu'on prenne ça au sérieux. Ben, ouais. Quand à un moment on disait là, the gay disease, j'ai dit, ben, attends, que ça commence avec les gens straight. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il fallait que ça déborde sur une autre catégorie de personnes, à part des gays et des drogués, pour que les gens se réveillent. Encore comme Claire le dit, le président Reagan n'a même pas mentionné le mot gay. Bon, on est maudissement chanceux d'habiter le Canada, je vais vous dire ça. Au moins, les soins sont payés par le gouvernement. Ça, je pense que j'ai connu les gens qui me disaient ça. Il n'y avait pas d'argent à manger, rien. Là. C'était des drogues. Il n'y a rien d'autre qui payait. Et ça s'est ralenti. Mais malheureusement, ça a l'air que ça recommence dans les jeunes. Et ça, c'est vraiment triste, triste, triste. Personne ne veut recommencer ce qu'on a passé à travers. Vraiment pas. Non. Je vous laisse sur ça. Ça fait 25 ans que tu es bénévole ici. Veux-tu en parler un peu? Ouais, je ne suis pas 25 ans bénévole bout à bout. Je me suis absenté de temps en temps. Ben, écoute, je suis bénévole. Je ne suis pas obligé d'être tous les matins à 9 heures. Quand j'ai rencontré Ross Higgins, qui a commencé les archives avec Jacques Prince, c'était le cofondateur, il me questionnait, il me demandait des choses, parce qu'en effet, ça faisait bien plus longtemps que j'étais dans le milieu que lui, surtout à Montréal, il vient d'Ontario. Et puis ça m'a réveillé en moi quelque chose qui m'a dit, et c'est important de ne pas perdre nos mémoires. C'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre milieu. Comment on est arrivé où on est maintenant, qui est vraiment différent de ce qu'on était avant. Je regarde des fois dans la rue, puis bon, ben, regarde, qu'est-ce que je dis? Demain matin, Montréal matin, je regardais les costumes, je disais, j'ai-tu vraiment porté ça? Oui. C'était la mode. Je regarde aujourd'hui les jeunes qui ont sans doute augmenté de 2 pouces au moins, si pas plus que ça. La génération maintenant, les jeunes sont vraiment beaucoup plus grands que nous autres on était. My God, j'étais considéré quand j'étais 5 pieds 10 et demi. Ça ferait shrimp aujourd'hui, ça. Et puis les archives, regarde tout ça, c'est tellement intéressant. On peut, tout est maintenant sur l'ordinateur, of course.
Alors, tu veux faire une recherche, quelqu'un récemment qui va faire une recherche sur ACTA, qui était un groupe qui a commencé à New York, assez, assez tough, combattre le sida. Sur l'ordinateur, tu fais ça toujours. On a des filières là-bas avec des magazines qui ont des articles sur. On a là-bas, on a les flyers, les posters, les affaires qu'ils avaient. Et une des raisons pourquoi c'est tellement le fun à voir fonctionner, on a des gens qui viennent d'Europe. On est la plus grande archive française au monde. Il y en a une à Bruxelles qui paraît très bonne. En France, il y en a deux qui se combattent tout le temps. Ils arrivent à rien. Même chose que leur parade gay, d'ailleurs. Mais tu sais, on avait une Suissesse l'année passée, il y a 2 ans. Gorgeous girl. Elle était tellement, tellement jolie. Et puis, elle venait régulièrement, là, elle sortait ses papiers. Et puis aussi, on a une bonne sorte de photos, on a beaucoup de photos. On a hérité de toutes les photos de Gilda. Est-ce que vous connaissez qui est Gilda? Hein? Oui? Oui. C'était une travestie, mais une des grandes, vraiment. À part de choses musicales qu'elle faisait, elle était bonne actrice aussi. Elle a fait beaucoup de choses à Radio-Canada, entre autres. Alors, on a hérité de toutes ces scrapbooks quand elle est morte. Il est mort. Il y a aussi ça que j'utilise le mot geek, comme on ne l'utilise pas aujourd'hui. Quand on a adopté ce mot-là, je ne sais même pas d'où ça vient, là. Ça existait dans les années 30 en Angleterre, au moins ça, je le sais. Ça couvrait tout le monde. Les hommes, les femmes, les trans, les whatever. Maintenant, c'est très spécifique, c'est la DGRBNOPTQ. Fait que c'est bien fun de voir comment il y a des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à une histoire qu'on n'aurait pas pensé qu'ils intéresseraient du tout. Regardez vous autres, là, sortez d'où et pourquoi vous êtes là? Who knows? Tu m'as donné une bonne réponse quand je t'ai demandé. Ça dit pas que j'ai jamais fait ça. Ce genre de travail. Tu te souviens pas? Ouais. Et ça m'a impressionné. On devrait toujours faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Toujours. C'est un peu comme plonger dans de l'eau frette. C'est froid quand tu rentres, mais après très peu de temps, quand tu commences à te réchauffer, tu commences à nager. OK, tu as fait ça. Tu peux aller à autre chose, à moins que ça t'intéresse beaucoup. Et les archives, c'est ça, on a ça. On est quoi? On est la mémoire de nos communautés. And that's exactly what we are. J'ai moi-même donné tout ce que j'ai, je pense, en me disant, quand je meurs, qu'est-ce que ma famille va faire avec des photos de party en 1958, là, tu sais? Ça peut tout être jeté, ça. C'est pour ça que j'approche beaucoup de gens avec ça. Je pense qu'ils n'aiment pas tellement ça. Les gens n'aiment pas parler de leur mort. C'est comme ça leur arrivera pas. Ben oui, I'm sorry. Tout le monde va mourir. Et puis, c'est certain que la majorité des familles ne sont même pas prêtes à travers tes photos ou tes lettres ou tes whatever, là, les travaux que tu as faits. Malheureusement, Michel Tremblay, ses archives sont ailleurs. Jean-Paul Daou, ses archives sont ailleurs. On s'est pas dit trop vite, trop tard pour avoir leur matériel. Mais on est un bon groupe de bénévoles. On est tous intéressés. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Je suis bien content d'avoir découvert ceci. Et que Ross m'a apprivoisé et m'a emmené dans ça, comme il a fait. Et puis Jacques Prince, les deux, c'était une équipe vraiment forte, les deux. Jacques a déjà été archiviste, en effet, pour la ville.
Alors, il y avait cette connaissance-là. Et Ross avait accumulé des affaires depuis que 2 ans, je pense. On entrait dans son appartement, là, tu avais un grand couloir, et tu avais ça pour marcher, tu avais des boîtes clenchées au plafond. Avant qu'on décide de trouver une place pour mettre les choses. Et malheureusement, on n'a aucune subvention. On vit avec des dons, c'est tout. Mais on arrive. Thank God for bénévoles.